Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Retour vers le futur car il s'en passe des choses actuellement en Ukraine et nous avons vu ce samedi des images d'un Yak-52 qui tournait autour d'un drone russe, un Orlan 10, après l'avoir apparemment abattu grâce à un tireur en place arrière. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de revenir un petit peu sur le Yak-52, sur l'Orlan 10, mais également sur ce type de combat aérien qui ne sont pas sans nous rappeler la Première Guerre mondiale et même Roland-Garros. Ensuite, nous ferons un petit détour par la mer Rouge avec encore un Reaper détruit par Hans Allah. Et nous nous poserons la question de savoir si le Yak-52 est la solution dans la lutte contre les drones. Allez, n'hésitez pas à vous abonner. À 400 000 abonnés, je vous sors une vidéo spéciale avec des souvenirs de vol en super étendard et jingle. Voici donc les images qui ont fait le tour d'Internet. Un Yak-52 à basse vitesse, peut-être même avec des dispositifs hyper sustentateurs sortis qui tournent autour d'un Orlan parachuté vers le sol, ce qui va d'ailleurs permettre la récupération de la technologie par les Ukrainiens. Alors ils ont déjà pas mal d'informations sur l'Orlan, mais c'est toujours intéressant de pouvoir récupérer du matériel en bon état pour voir s'il y a eu des mises à jour ou de nouvelles versions. Cet événement a eu lieu dans la région d'Odessa. Vous voyez d'ailleurs au niveau des images embarquées qu'il y a beaucoup d'eau. Nous sommes pas très loin de la Crimée, à une distance accessible forcément par l'Orlan 10. Au niveau des images, ce qui risque de vous marquer dans les images embarquées, c'est donc cette présence d'eau qui nous a permis de géolocaliser le lieu. Le fait que l'Orlan utilise un parachute, c'est comme ça qu'ils sont récupérés. Nous allons voir comment ils sont catapultés, après récupérés ensuite. Et au niveau des images du Yak-52, vous êtes peut-être posé la question de ces deux petites excroissances sous l'aile. Eh bien, différentes versions pourrait sortir. On pourrait vous dire qu'il s'agit de la version du Yak-52 avec des pods sous les ailes. Alors ça existait, ça devait être assez intéressant en termes de recul et de fatigue des matériaux. Il y a eu un seul exemplaire construit comme ça et de notre analyse chez Débrief, ce n'est pas ce dont il s'agit. Ce dont il s'agit, eh bien si on regarde la coupe, c'est tout simplement du train d'atterrissage qui ne rentre pas complètement dans le cas du Yak-52, qui reste un petit peu sorti comme ça, ce qui va quand même réduire la traînée, mais ce qui va eh bien, vous amenez à voir ces choses sous les ailes, tout simplement, il s'agit du train. Donc s'il n'y a pas de pod, il est probable que la mise à mort, si elle vient du Yak-52, vient plutôt de la place arrière. La place arrière dans le Yak-52, c'est assez archaïque, c'est un avion qui est très simple, connu des voltigeurs. Pourquoi? Parce que cet aéronef, construit à partir des années 70, 1977 pour être précis, en Roumanie, peut prendre 7G positif ou 5G négatif et est très connu sur les meetings aériens où on peut le voir faire du vol en patrouille. C'est un avion qui n'a pas un très gros apport en carburant, normal, hein, le poids est un peu votre ennemi en voltige, et qui a une masse à vide inférieure à 1 tonne, 998 kg, le tout avec un moteur de 350 chevaux, un petit peu plus gros que ce qu'on peut retrouver sur l'Epsilon que l'on a bien connu pour les élèves pilotes français, et le M14P a une hélice bipale. Il existe des versions tripales, le Yak-52M, la version modernisée à partir de 2004, où vous aviez également un avionique un peu plus moderne, si je puis dire. Toujours est-il, c'est un avion d'école, voyez-le comme une sorte d'Epsilon version soviétique, qui a fait ses preuves, qui fonctionne très bien et qui est très présente dans le milieu des meetings aériens et des collectionneurs. L'Orlan 10, qui doit ce nom à un oiseau, eh bien, comme vous pouvez le voir, est récupéré grâce à un système de parachute. Donc, si il se retrouve à déclencher son parachute, c'est peut-être que le système d'autoprotection s'est mis en place et qu'il a été soit touché, soit qu'il a réduit sous une certaine vitesse ou tout simplement qu'il a été brouillé. Orlan qui a fait ses preuves depuis 2014, qui fait 12 kg, peut emporter une charge utile de l'ordre de 6 kg, voler à environ 150 km/h pendant plus de 16 heures, est un drone que l'on retrouve en très grande quantité le long de la ligne de front ou un petit peu du côté ukrainien de la force. Forcément, il va pouvoir recueillir du renseignement et informer les Russes. Donc, si vous êtes ukrainien, défenseur, vous avez tout avantage à faire descendre ce drone au sol, drone qui peut monter jusqu'à environ 15 000 pieds, 5 000 mètres d'altitude. Alors, ouvrir le feu sur des drones comme ça depuis le ciel, ce n'est pas nouveau. Et d'ailleurs, la toute première fois qu'il y a eu un tireur à l'arrière, un tireur de queue comme on dit, c'était sur un avion russe. Il s'agit d'un Sikorsky. Sikorsky, fabriqué en 1913, qui a vu du combat dès 1914. Environ 86 exemplaires ont été construits.
un a été abattu, mais avant d'être abattu, il avait détruit 3 chasseurs allemands. La Première Guerre mondiale a donc fait la part belle aux personnes directement sur les dirigeables ou sur les avions qui ouvraient le feu à l'ancienne. Et en France, je vous rappelle que Roland Garros, très connu chez les tennisman, était surtout un pilote né, je vous le rappelle, à Saint-Denis de la Réunion, où l'aéroport porte désormais son nom, et qui a inventé pour la France le tir à travers l'hélice, ce qui a permis aux avions de bouger vers du monoplace de combat un petit peu plus agressif que de l'aéronef bombardier de défense avec tireur de queue. Dans tous les cas, les drones en ce moment connaissent un petit peu d'attrition. Je vous rappelle que du côté de la mer Rouge, Ansar Allah, les Houthis, comme ils sont souvent appelés dans la presse, ont réussi encore à abattre un drone. Ça fait le 3e en quelques mois seulement. Donc du drone Reaper à plusieurs dizaines de milliers de dollars qui finit au milieu des cailloux. De tous les cas, on a vu ces dernières années des moyens de plus en plus hétéroclites pour contrer les menaces des drones. Nous avons vu des Apaches, par exemple dans le Sahel d'Israël. Nous avons vu du Panther avec à l'arrière un tireur, exactement comme dans le cas du Yak-52, qui se retrouve à ouvrir le feu contre un missile de croisière. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a désormais de nouvelles menaces dans le ciel. Je m'explique. Nous en parlions un petit peu la dernière fois, mais si vous avez un territoire ici, que vous voulez attaquer ce territoire, et on va prendre ceci comme étant la tranche d'altitude, vous allez avoir dans la basse altitude des missiles de croisière. Les missiles de croisière vont aller entre 600 et 1000 km/h, vont voler aux alentours des 15 à 500 mètres sol, et pour les intercepter, il va vous falloir du chasseur, de l'hélicoptère s'il a beaucoup de chance, ou des systèmes solaires. Ils vont donc être difficiles à intercepter. Plus haut, vous allez avoir les missiles balistiques. Les missiles balistiques qui ont cette trajectoire-là, et eux qui vont pouvoir être interceptés par des systèmes antibalistiques. Aster, il fonctionne, SM-2, SM-3, Patriot. Donc, pourquoi est-ce que c'est spécifique? Car ils montent dans la très haute altitude et ils redescendent avec énormément de vitesse, du Mach 5+. Vous avez également les hypersoniques qui suivent un petit peu le même type de trajectoire. Pareil, très haute vitesse en phase terminale. Un chasseur, un avion, un Yak n'y peut absolument rien. Et ensuite, vous avez cette nouvelle menace, celle des petits drones à plus ou moins haute altitude, soit les tout petits drones d'attaque qu'il va falloir brouiller, un avion ne peut rien contre ces petits drones, ou ces drones plutôt type MAL ou les Orlan, où vous êtes sur quelques kilos et vous êtes plutôt sur de la MA, de la moyenne altitude. Donc si on commence à chercher un drone qui est au-dessus de 100 mètres et qui monte jusqu'à 5, 6, 7 000 mètres, là, dans toute cette tranche d'altitude, pour un drone lent, par exemple le Orlan ou encore les Bayraktar, vous allez pouvoir envoyer hélicoptères ou drones d'interception ou encore ces petits avions légers. Maintenant, toute la difficulté, et c'est toujours pareil, est de réussir à coordonner vos moyens et savoir qui intercepte où. À partir de là, est-ce que le Yak-52 est l'avion qu'il fallait à l'Ukraine pour défendre son territoire? Je ne pense pas. Je pense que c'est une utilisation plutôt anecdotique, une utilisation maligne cependant, avec un coût de revient et surtout un coût de formation pour les équipages qui est bien moindre que celui d'un avion de chasse. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que la guerre d'Ukraine nous montre, c'est qu'il y a de plus en plus de choses en vol et que pour chacune de ces menaces, du tout petit drone au moyen drone, au gros drone Reaper, ou aux missiles ou aux chasseurs, il va falloir réfléchir à différentes parades et croire que one fits all, comme on a pu le croire grâce à l'hypertechnologie dans l'Occident ces dernières années, est sûrement très mal comprendre la réalité de ce type de combat. Maintenant, est-ce que l'on va continuer à avoir du matériel d'ancienne génération remis au goût du jour ou ressorti pour faire face aux problématiques sur le champ de bataille? C'est très probable. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au combat, surtout dans la haute intensité, la masse compte. Et rappelez-vous comment il y a 2 ans, certains observateurs se moquaient des Russes en disant « Regardez, ils ressortent des vieux chars, regardez, ils ressortent des vieux obus ». Sur cette chaîne, dès le début, nous vous avions dit un obus de 50 ans, un obus de mortier de 50 ans tue aussi sûrement qu'un obus de très haute technologie moderne. Il faut rester modeste, il faut rester vigilant, il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire, car même avec un F-35, vous pouvez vous faire abattre par un Yak-52. On en parle d'ailleurs dans Au-delà de l'Ukraine. On prend l'exemple de petits Cessna, une centaine ou 150 petits Cessna qui vont attaquer une base qui abrite des F-35. Comment est-ce que la base pourrait se défendre? C'est simple. Jusqu'à il y a encore 1 an ou 2 ans, elle aurait sûrement eu beaucoup de mal à se défendre et les petits Cessna, très peu chers,
aurait pu faire ce qu'on appelle un grand slam, détruire tous les F-35 tranquillement au sol. Pourquoi? Parce que la masse a un impact au combat. Nombreux observateurs, nombreux spécialistes l'ont oublié du fait de nos expériences au combat extrêmement asymétriques de ces dernières décennies. Ne passons pas à côté du vrai retour d'expérience pour nos forces armées de ce qui se passe actuellement en Ukraine. Le volume compte et un Yak-52 au combat aura plus d'impact sur le champ de bataille qu'un Rafale F4 disponible uniquement sur le papier car la commande n'a pas été faite pour des raisons budgétaires. Maintenant, ne faisons pas d'amalgame, ce qui se passe actuellement en Ukraine est sans commune mesure avec ce qui pourrait toucher nos forces armées, mais nous aurions bien tort de nous priver de tout ce retour d'expérience. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, n'hésitez pas à vous abonner, allez, je vais mettre mon petit casque débrief et pourquoi pas aller faire un petit tour de Yak-52, il y en a un dans la région. Allez, fly safe. These guys.